J'aimerais quand même qu'on parle un peu de l'élève au Congo, l'évaluation du travail de l'élève. On a fait mention à ça, mais je vais revenir aux examens d'État. Mhm. C'est avec douleur que je regarde le point des examens d'État. Je regarde une école où il y a 50 élèves et on met là-bas néant, ce qui signifie personne parmi les 50 élèves n'a pu avoir un minimum de 50%. Mhm. Donc sur 50 élèves, personne n'a 50%. Qu'est-ce Mhm. que cela dit pour les enseignants, tous formés, qui enseignent ces enfants-là, et les enfants? Est-ce que ce n'est pas insulter l'intelligence des enfants et insulter l'intelligence des élèves? Comment cela est possible? Est-ce qu'il ne faut pas réformer les questions aussi? Est-ce qu'il ne faut pas donner l'accès à une banque de données, à une banque de questions pour que les enfants puissent pratiquer de temps en temps, pour que les enfants ne découvrent pas seulement les examens pour la première fois quand ils passent leurs examens d'État? Et parce que je vois beaucoup d'élèves qui échouent et qui sont très intelligents. Je me rappelle d'un ami qui, je regrette toujours, et pour cet ami-là qui a été très intelligent et qui n'a jamais eu son diplôme, alors que ici, même si vous n'arrivez pas à avoir votre diplôme, il y a ce qu'on appelle aussi le GED. Mhm. Il y a une alternative pour que vous puissiez avoir un diplôme alternatif et aller au niveau de l'université ou au niveau supérieur. Chez nous, quand on a échoué, c'est fini, on reste là. Je regrette pour tous ces enfants-là très intelligents, mais qui n'arrivent jamais à avoir qui n'arrivent jamais à réussir aux examens d'État. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse changer ça? Vous avez déjà parlé des réformes des fonds en comble, et là, c'est un aspect à toucher, n'est-ce pas? Certainement, c'est un aspect à toucher. Chez nous, d'abord, il faut regarder dans les positifs, c'est comment l'éducation est perçue par le parent, par les communautés. Vraiment, il y a un grand soutien chez nous parce que l'éducation, c'est l'homme. Même si nous parlons de l'éducation traditionnelle, c'est-à-dire quelqu'un qui a de bonnes manières, qui a une bonne conduite, mais chez nous, c'était ça, l'homme lui-même. Peut-être pour emprunter un terme en Kiswahili, c'est Umutu. Donc quelqu'un qui n'est pas humain, c'est celui qui n'a pas l'éducation, celui qui ne présente pas les caractéristiques d'un être humain. Alors, je disais aussi que l'éducation sans respect, c'est une violence. Ici, avec le système d'examen d'État qui a commencé, je pense, en 1971, c'est vraiment, on fait une violence à nos enfants. C'est une autre injustice sociale. Parce que, d'abord, la manière dont les examens sont présentés, sont conçus, c'est vraiment, on veut surprendre les élèves. On veut dire on veut montrer qu'ils n'ont rien appris. Voilà. On ne tient pas compte de ce que les élèves ont appris. Moi aussi, j'ai étudié avec un collègue qui était très brillant en classe parce qu'on avait à notre époque deux systèmes. Le système traditionnel, c'est-à-dire il fallait passer les examens traditionnels comme d'habitude et en même temps passer les examens d'État. Alors, ce collègue était toujours les seconds. Il venait toujours les seconds aux examens traditionnels dans les classes. Mais aux examens d'État, il a fait, je crois, plus de 3 ans répété. Il n'avait jamais eu le diplôme d'État. Alors pourquoi? Il y a des facteurs qui ne sont pas étudiés. Pourquoi les élèves échouent? Alors, comme vous avez dit, s'il y a un établissement où une cinquantaine, une vingtaine d'élèves échouent, ce n'est vraiment pas de leur faute. Parce que chez nous, les enfants sont très motivés à étudier, en général. Très motivés à étudier. Mais il faut mettre en cause tous les systèmes. Il est vrai que nous devons avoir un système qui permet aux enfants d'étudier au pays, mais aussi ceux qui veulent étudier à l'étranger, après les examens d'État, après l'école secondaire, ils peuvent être admis et continuer à apprendre. Et vous l'avez aussi souligné, en général, à ma connaissance aussi, tous les enfants qui viennent du Congo pour étudier ici aux États-Unis, généralement, ils sont toujours brillants. C'est là, mais ces mêmes enfants chez nous, ils obtiennent 50, 40%. Cela veut dire que notre façon de coter, ce système de cotation encore entre dans le cadre des méthodes déficitaires. On veut couler les gens, on veut
Il y avait un terme, quand moi j'étais à l'université, on parlait de biser ou biser, quelque chose comme ça. Donc faire échouer quelqu'un. Alors ce sont des histoires qu'il faut réformer. Vous avez touché à un autre point. On ne peut pas surprendre un élève avec l'examen à choix multiples ou avec l'ordinateur alors qu'il n'a jamais été préparé pour ça, alors qu'à la maison ou à l'école, il n'a jamais été habitué à cela. C'est vraiment une autre injustice sociale ou une violence qu'on est en train de faire aux enfants. En bref, quand on doit améliorer l'enseignement chez nous, à mon avis, il faut s'asseoir et aborder tous ces points un après l'autre profondément. Il faut avoir une bistouri de l'éducation pour faire cette dissection de notre enseignement qui est complètement pourri, complètement. C'est vraiment dommage qu'on doit mélanger la politique avec l'éducation. Il est vrai que nous avons besoin des politiciens pour nous guider dans l'éducation, mais il y a aussi un aspect technique. Il y a un aspect technique où on doit laisser les éducateurs ou les pédagogues ou les psychologues ou les gens qui ont des spécialités dans certains domaines pour parler. Par exemple, pour le moment, dans votre domaine de techniques qu'il faut utiliser à l'école. Moi, je pense que les gens vont commettre beaucoup de fautes s'ils n'associent pas les gens qui ont une formation spéciale. Comment introduire ça dans les écoles secondaires, dans les écoles primaires, voire maternelles et dans les universités. Et si on prend des décisions, simplement on se lève un matin et on prend une décision, faisons ceci, les gens applaudissent et ainsi de suite. On n'ira nulle part. J'ai d'ailleurs écrit à ce sujet un article sur les réformes qu'on peut effectuer en tenant compte des nouvelles technologies de l'enseignement qui ici sont utilisées dans toutes les écoles. Vous ne pouvez pas, au Congo, on forme un ingénieur qui ne sait pas utiliser les logiciels que tout ingénieur utilise un peu partout à travers le monde. Ici, les enfants du secondaire utilisent ces logiciels et avec leurs cours d'architecture, des cours techniques, d'engineering, avec ces cours-là, les enfants apprennent à maîtriser déjà tous ces logiciels. Au Congo, non, même quelqu'un qui finit sa licence ne maîtrise pas ça. C'est bien triste, mais c'est ça les systèmes congolais. Vous avez parlé de points, je vois encore, moi j'ai eu 54% aux examens d'État. Je viens ici, je ne peux même pas dire à mes élèves que j'ai terminé l'école secondaire avec 54% parce qu'ils vont croire que je ne suis pas intelligent. Hein? Je termine la licence avec à 71%. Donc là, c'est beaucoup de points. Et je viens ici, avec ces points, je ne peux aller nulle part. Oui. Et ici, tout ce qu'on a, c'est 190. Et pourquoi on ne peut pas arriver à ces niveaux-là? Évidemment, nous avons parlé des contenus, nous avons soulevé certains problèmes quantitatifs et qualitatifs qui doivent être traités sérieusement au niveau du Congo. Vous avez d'ailleurs dressé une liste de l'insuffisance des écoles pour les enfants scolarisables. Vous avez parlé de beaucoup de parents qui n'ont pas l'argent pour assurer l'éducation scolaire de leurs enfants. Les classes sont surpeuplées, encombrées. Beaucoup d'élèves doivent marcher pour se rendre à l'école. Les écoles n'ont pas de livres, pas de bancs, pas de moyens de transport, pas de matériel didactique, pas de bibliothèque. Ici, une école sans bibliothèque ne peut pas fonctionner. Les écoles n'ont pas d'ordinateur. Insuffisance d'enseignants qualifiés à tous les niveaux, même au niveau universitaire. Vous avez des enseignants qui donnent des cours pour lesquels ils n'ont jamais été formés dans nos universités. Faible pourcentage de passage de classe, les redoublements et les dépressions scolaires, les salaires insuffisants pour les enseignants, pas d'école pour les enfants qui ont des besoins et des défis spécifiques. Ça, surtout ce qu'on appelle ici special education. Chez nous, un enfant autiste, un enfant qu'on appelle Zoba, Aza Zoba, et directement on garde cet enfant à la maison. Ici, des enfants handicapés, des enfants qui ont des problèmes. Des enfants dérangeurs. On les forme, ils ont des enseignants
formés, special education teachers, qui sont formés pour enseigner ces enfants-là, travailler avec ces enfants-là. J'ai des enfants là-bas que j'enseigne parfois ici, chez nous au pays, on dirait, mais celui-là, mais il ne doit pas être à l'école. Ici, on les forme. Les enfants, évidemment, ça c'est tout un autre sujet. Mais il y a la corruption, il y a les trafics de points, il y a même des points qu'on appelle chez nous points sexuellement transmissibles. Je n'ai jamais parlé de ça. Oh mon Dieu. Il y a des inégalités au niveau des admissions. Mon Dieu. Ça, c'est intéressant. Des filles et des garçons. Non, c'est sérieux. On a parlé de points sexuellement transmissibles. Ici, il y a ce qu'on appelle la politique de sexual harassment, le harcèlement sexuel. Si vous osez parler de choses, comment dire, vous osez... en tant qu'enseignant, vous osez avoir des rapports sexuels avec un élève, c'est fini pour vous, c'est la prison. Chez nous, au Congo, non, l'enseignant peut se permettre de le faire sans problème. Et l'enseignant peut se permettre de trafiquer les points. L'enseignant se rencontre avec des gens de sa tribu. Il y a des mutualités qui continuent à exister dans nos universités, mutualités des ressortissants de, associations des ressortissants de, plutôt que de créer des associations pour aider les étudiants à comment dire, exprimer leur talent, leur savoir-faire. Non, les étudiants vont se retrouver pour aller parler de leur coin, des problèmes de leur tribu. Mais on ne peut pas parler de tous ces problèmes. Donc nous aurons peut-être d'autres programmes pour cela. Pour conclure, votre mot de la fin, docteur Mwembo. Merci mon frère. Je pense que c'est un bon programme que vous avez initié. Nous devons parler de l'éducation parce que c'est la seule clé qui va nous amener au développement, à la paix et à la concorde dans notre pays. Sinon, la situation de notre éducation au pays, elle est désastreuse. Nous devons tout arrêter, inventorier les élèves, les étudiants que nous avons déjà formés pour les rendre productifs à eux-mêmes et à la nation. Nous devons avoir la volonté politique de réformer parce que l'école telle qu'elle existe dans notre pays, que ce soit au niveau primaire, secondaire ou universitaire, c'est encore quelque chose calqué sur les structures coloniales. Mais je me demande comment un pays indépendant, qui se dit indépendant, peut fonctionner avec les structures ou les systèmes coloniales ou colonialistes. Cela ne peut pas tenir. Et si nous voulons vraiment avancer, nous devons rompre avec ces systèmes en étant conscients avec notre avenir et l'avenir de nos enfants. Sinon, ça sera un cercle vicieux et on avancera un pas et on recule deux pas. Alors, posons-nous la question de savoir est-ce que nous éduquons ou nous voulons périr. Merci, mon frère. Merci, docteur Mwembo. Nous rappelons à nos auditeurs que nous recevions de la Philadelphie, aux États-Unis, docteur Mwembo, qui est spécialiste en éducation. Avec lui, nous venons de parler de problèmes des problèmes auxquels le système éducatif congolais a fait face. Nous venons notamment de parler de la situation de l'élève congolais, la situation de l'enseignant congolais, les contenus des programmes scolaires, les infrastructures scolaires et matériels didactiques chez nous au Congo. Le professeur Mwembo a notamment parlé des contenus qui sont déconnectés, des contenus des programmes scolaires qui sont déconnectés de la vie des élèves. Et cela a plusieurs conséquences. Les écoles ne préparent vraiment pas les étudiants à la vie et les programmes sont centrés sur l'Occident. Les langues et les cultures congolaises sont à la périphérie dans l'enseignement au Congo. Et d'ailleurs, si nous regardons l'enseignement préscolaire chez nous, cela n'existe presque pas. Donc là, c'est un secteur qu'il faut réformer. Et donc, il faut toute une réforme des fonds en comble de ce qui se passe au Congo. Nous aurons d'autres occasions d'en parler. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Merci, docteur Mwembo. Sylvestre vous dit au revoir et à la prochaine. Merci, au revoir.